Pardon d'avance, hein, je suis un peu enrhumé en tournant cette vidéo, donc ça va s'entendre. Bonjour à tous, ici Laurent Breillat pour apprendre la photo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur la polémique de la semaine qui a beaucoup fait couler d'encre virtuelle, vraiment beaucoup. Alors je ne reviens pas systématiquement sur les polémiques de la photo, mais là il y a pas mal de choses intéressantes à dire autour de ça, d'autant plus que j'ai lu beaucoup, vraiment beaucoup, de choses fausses de tous les côtés. Si vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux, et tant mieux pour vous, vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce que ça n'a pas non plus fait la une du 20h. Alors résumons. Donc Fujifilm a récemment annoncé le Fuji X100V, le nouvel appareil de sa gamme X100, qui est un petit boîtier avec une focale fixe équivalent 35 mm, donc relativement grand angle, et qui est clairement destiné aux photographes de rue, de par sa compacité, sa discrétion, son look, sa visée optique qui est proche des télémétriques classiques, et puis sa focale justement, qui est classique en photo de rue. Alors afin de faire la promotion de ce boîtier, Fuji a réalisé quelques vidéos avec des photographes utilisant l'appareil, nommé soit My Milestone, qui est mon jalon en fait en anglais dans le sens d'une étape importante, ou My Approach, mon approche, c'est transparent. Alors les photographes présentés sont assez variés et on a dans l'ordre Bert Stefani, un photographe belge qui photographie sa vie quotidienne, sa famille, mais aussi des personnes qu'il rencontre simplement au cours de sa vie. Alberto Busanca, un photographe italien qui fait des portraits studio de jolies filles, en gros. Nick Turpin, un photographe britannique qui fait de la photo de rue avec des plans plutôt larges. Alors il est aussi membre du célèbre collectif In Public qui rassemble aussi Saul Leiter, Meyerowitz, Matt Stewart, Mark Powell, Gus Powell, Jesse Marlowe, Trent Park, Narelle Otio, que des grands noms de la street photo. Ekarat Punyatara, un photographe thaïlandais pour le National Geographic qui, dans la vidéo, documente un couple pour son projet sur les familles LGBT. Et Marco Campelli, un photographe italien qui fait ce qu'on peut appeler des portraits lifestyle. Bon, on remarquera quand même qu'il n'y a aucune femme peut mieux faire. Et puis enfin, dans cette série, il y a le photographe qui nous préoccupe aujourd'hui, Tatsuo Suzuki, un photographe japonais qui fait de la photo de rue et qu'on voit dans la vidéo photographier les gens d'assez près, on va dire, quand ils passent à côté de lui. Alors je vous mets un petit extrait pour vous donner une idée et que vous voyez un petit peu quand même de quoi on parle concrètement. Donc à la suite de la publication de cette vidéo, comme on est en 2020 et que toute modération est définitivement passée par la fenêtre, les internets se sont scandalisés et Fuji a retiré la vidéo et coupé les ponts avec Suzuki. Ensuite, beaucoup de monde s'est scandalisé que Fuji retire la vidéo et ça a tourné en bagarre générale par tweet interposé, comme tous les jours sur un nouveau sujet de nos jours. Alors je voudrais tout de suite régler la question de la réaction de Fuji. Qu'on soit pour ou contre la technique photographique de Suzuki, honnêtement Fuji n'avait pas tellement le choix. C'est une marque qui fait face à une marée de réactions négatives sur les réseaux sociaux et il est très difficile pour elle de réagir autrement, indépendamment de l'opinion que les dirigeants peuvent avoir de ce type de pratique. C'est une entreprise, c'est pas Mère Teresa, ils vont pas défendre un truc au risque de perdre beaucoup de clients, ça n'a pas trop de sens pour eux. Alors si on est dans le camp de Suzuki, entre guillemets, je peux comprendre qu'on soit déçu que la marque ne défende pas sa position, qu'il soit pas un petit peu qui défendent le photographe qu'après tout à la base ils ont mis en avant. Mais honnêtement, ça n'arrive jamais. C'est pas du tout une bonne idée pour une marque, donc franchement, je le comprends. La question la plus intéressante sur laquelle on va s'étaler aujourd'hui, c'est donc celle de la technique photographique de Suzuki. Donc sur les réseaux, beaucoup de gens trouvent que ça va trop loin, que c'est une agression ou prétendent carrément que c'est illégal. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, on va les prendre une par une. La première, c'est que l'extrême majorité des réactions ont été faites dans l'émotion et sans se renseigner plus que ça, en ayant au mieux juste vu la vidéo de Fuji, voire juste des captures d'écran, voire juste un texte quelque part, et sans tellement connaître le travail de Suzuki, ou même la photographie de rue en général. Parce que, évidemment, il faut absolument donner son avis, crier très fort, mais surtout ne pas aller lire quelques articles pour mieux connaître un gars qu'on connaît depuis les 3 minutes d'une vidéo de promo Fuji. Évidemment, surtout pas. Alors parlons un peu de Suzuki et essayons de mieux le connaître avant de le juger. C'est donc un photographe japonais qui est né en 1965 et qui est issu de la scène punk, car il était dans un groupe punk pendant un moment. Il a quitté la musique pour la photographie en 2008 et il a rapidement réalisé qu'il était surtout intéressé par les gens plutôt que, je sais pas, l'architecture ou les paysages. Alors il a commencé par être attiré par la photographie de sans-abri qu'il prenait d'abord de loin, mais ça l'a ennuyé. Il a fini par échanger avec eux et prendre des portraits de beaucoup plus près qu'on peut encore voir sur son site. Et si
j'en crois mes sources, il semble donc que la plupart de ces portraits de sans-abri soient consentis. Prendre leurs portraits et entendre leurs histoires de vie difficiles semble l'avoir un petit peu fatigué émotionnellement, si je lis un petit peu entre les lignes des interviews, et il s'est ensuite plutôt dirigé vers la rencontre de moments, entre guillemets, dans une photographie de rue plutôt prise en marchant à la rencontre de ces sujets, en particulier dans le quartier de Shibuya à Tokyo, qui est le quartier des affaires et d'une grande gare. Il est donc très fréquenté, bondé en permanence, vous avez sans doute déjà dû le voir en photo d'ailleurs, c'est un quartier qui est très photographié, notamment par les photographes de rue. Alors esthétiquement, son travail est dans un noir et blanc très contrasté et toujours pris de très près avec un 35 mm. En ça, on peut le rattacher à l'école de la photographie de rue japonaise apparue à la fin des années 60, notamment avec Daido Moriyama, qui est le plus connu d'entre eux. En regardant quelques photos de ce dernier, la parenté est évidente, vous voyez bien qu'il y a quand même une certaine esthétique qui est partagée. Alors précisons maintenant que le travail de Moriyama, il est largement reconnu dans le milieu de l'art, avec notamment des expos à la Fondation Cartier, pour rester près de chez nous, ou au MoMA de San Francisco. Suzuki en lui-même n'a pas encore une reconnaissance aussi importante, il a gagné quelques prix, mais à ma connaissance, il n'a pas encore eu d'expo dans un grand musée, ce qui paraît, cela dit, assez normal, puisqu'il ne fait de la photo que depuis 2008, finalement, soit 2 ans de plus que moi, par exemple. Donc c'est pas non plus énorme. Cela dit, il va apparemment publier un livre chez Stidel en mai, qui est un éditeur très prestigieux, qui n'accepte pas n'importe qui dans ses rangs. Je vous invite à aller voir le catalogue pour vous en convaincre, mais si je vous dis Robert Frank ou William Eggleston, ça devrait suffire. C'est donc sans doute pour lui le début d'une reconnaissance du milieu de l'art. Ça devrait arriver puisque on commence chez Stidel et je pense que vite fait il va avoir des expos qui devraient arriver dans les années qui suivent. Dans tous les cas, il est assez difficile de nier que Suzuki est un artiste et qu'on aime ou non son travail, ses images sont fortes et il y a une vraie personnalité artistique derrière. On les reconnaît quand même, il a sa patte. Alors maintenant qu'on le connaît un peu, passons au cœur du débat, sa manière de photographier. Certains disent que c'est une manière de photographier un peu creepy, c'est-à-dire louche, suspecte, gênante. Alors je comprends qu'on puisse le ressentir comme ça. Et en même temps, on peut aussi se dire qu'au contraire, les sujets sont au moins au courant qu'ils ont été photographiés, contrairement à la photo de rue qui est prise discrètement, où les sujets n'ont pas forcément conscience qu'on les photographie, voire carrément ôter l'objectif de loin à 30 mètres du sujet, ce qui est encore pire. Alors, je ne pense pas que l'un soit forcément plus creepy que l'autre, c'est juste une approche différente et je pense que selon les gens, on peut préférer l'un ou l'autre, ça dépend si on est davantage gêné par le fait qu'on prenne notre photo dans la rue tout court ou par le fait d'avoir un appareil photo qui est proche de soi physiquement. Alors d'autres parlent d'agression, le terme semble quand même un peu fort puisque la définition d'agression c'est action d'attaquer une personne ou un groupe de personnes de façon soudaine et brutale et sans avoir été provoquée. Alors parler d'attaque sans même avoir eu de contact physique, ça semble quand même un petit peu exagéré. Je peux comprendre qu'on soit surpris et qu'on n'aime pas, bien sûr, mais je pense que c'est le propre d'une ville grouillante comme Tokyo. Dans les grandes villes, il y a sans cesse des incursions dans notre espace personnel, simplement du fait de la densité de population. En fait, il y a juste plein de gens, donc on se rentre un petit peu dedans en permanence. Alors, je ne dis pas spécialement que c'est souhaitable d'ailleurs, qui n'a pas déjà été gêné par quelqu'un d'impoli qui fait attention à rien autour de lui et qui nous fout un sac à dos dans la tête dans un métro bondé, c'est à peu près arrivé à tout le monde. Simplement que s'acharner sur un photographe parce que c'est l'indignation du jour, c'est un petit peu oublier que c'est quand même une pratique très minoritaire et on y reviendra vers la fin de cette vidéo. Alors beaucoup ont également fait la comparaison avec Bruce Gilden, un photographe américain de l'agence Magnum, donc largement reconnu pour son travail artistique. Magnum c'est... voilà, il n'y a pas trop de doute, quand on est chez Magnum, on est bon. Et voilà, Bruce Gilden, il photographie les gens dans la rue plus ou moins à la même distance que Suzuki, mais avec en plus un coup de flash. Il y a d'ailleurs une vidéo avec plus d'1 million de vues où on le voit photographier dans la rue, et les réactions dans les commentaires, sans trop de surprise, sont les mêmes. Alors, il faut nuancer un petit peu le coup de flash, parce que ça reste en plein jour, donc c'est pas aussi éblouissant qu'on le pense, mais pour moi, il est encore plus in your face que Suzuki. Alors on va pas se mentir, c'est évident que c'est désagréable pour les gens, mais on y reviendra ensuite, ça reste un cas très particulier, et les gens sur internet s'énervent beaucoup pour un truc qui ne leur arrivera jamais, mais on va en reparler à la fin de la vidéo. Alors ensuite, il y a la question de la légalité ou non. Alors je connais pas la loi japonaise sur le sujet, et mes recherches m'ont indiqué tout et son contraire sur le sujet du droit à l'image là-bas, donc je peux rien affirmer là-dessus. Si jamais vous êtes avocat au Japon, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous pour un petit peu nous expliquer ce que dit la loi japonaise. Par contre, j'ai vu beaucoup de Français crier au fameux droit à l'image, en oubliant que, premièrement, ils regardent une vidéo tournée au Japon,
Donc le droit français ne s'applique pas puisque, surprise, notre pays n'est pas au centre du monde. Je sais, ça fait toujours un petit peu mal. Et deuxièmement, le droit à l'image n'interdit pas de photographier des gens dans la rue sans leur consentement. Alors je ne vais pas revenir sur les détails légaux complets ici, sinon la vidéo va être trop longue, mais je vous renvoie à la vidéo de Thomas sur le sujet qui dit tout. Et d'ailleurs, elle a été validée par Joëlle Verbruch dans les commentaires, qui est l'avocate française spécialiste du sujet. Donc allez pas dire que c'est faux. C'est vrai. Alors simplement pour faire court et quand même rappeler en gros ce que ça dit, c'est qu'on a le droit de photographier des gens dans la rue dans la mesure où la diffusion des images ne leur cause pas de tort. Donc, par exemple, si c'est contraire à la dignité humaine, je sais pas, vous photographiez quelqu'un évanoui dans son vomi un samedi soir, voilà, clairement ça rentre dedans. Alors notez que si vous ne la publiez pas, a priori, c'est pas un souci, vous pouvez difficilement porter atteinte à la dignité de quelqu'un avec une photo qui dort sur votre disque dur. Donc c'est vraiment lié à la publication de l'image et au tort que ça pose à la personne. Alors j'entends déjà ceux qui vont dire que ça ne leur plaît pas d'être photographié dans la rue. Je l'entends bien, et vous avez le droit, ça vous déplaît, personne ne peut vous enlever le fait que ça vous déplaise. Cela dit, dans une société, on n'interdit pas quelque chose parce que ça déplaît à quelqu'un, sinon on interdirait rapidement tout, parce que chacun des 65 millions de Français a des trucs différents qui lui déplaisent. Et justement, la loi, elle est faite pour régler les différends entre les gens, mais aussi faire une hiérarchie de ce qui est plus ou moins important pour conserver l'état de droit et la démocratie. Vous savez, ce truc cool qui vous permet de râler sur Twitter. Et donc, si on autorise les photographes à faire des photos de rue, c'est pour préserver leur liberté de création artistique et par là même leur liberté d'expression, qui est un droit de l'homme et donc extrêmement protégé dans la loi pour des raisons évidentes. Démocratie, tout ça. Donc la loi considère que la liberté d'expression est plus importante que le fait que les gens n'aiment pas être photographiés dans la rue. Personnellement, ça me paraît absolument normal et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être effrayé par une société qui interdirait la photo de rue, qui est un témoignage historique essentiel parce que quelques-uns sont gênés. Mais admettons, on peut très bien ne pas être d'accord là-dessus. En effet, il existe déjà des limitations à la liberté d'expression en France. Par exemple, le négationnisme. Je pense qu'on peut aisément considérer que c'est plutôt bon pour la société de pénaliser certains propos. Cela dit, c'est une vision qui est quand même très française, voire peut-être européenne. Aux États-Unis, les limites à la liberté d'expression sont très peu nombreuses. Alors, on peut considérer que c'est moins bien que notre conception de la liberté d'expression, mais après tout, c'est qu'un avis. On juge les choix d'une autre culture, qu'on connaît souvent assez mal, et au final, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est simplement un choix de société, et évidemment, dans l'exemple que je donne, c'est aussi lié à notre histoire. Le fait d'avoir eu notre gouvernement qui a déporté des gens, ça rend forcément le sujet plus sensible et la limite à la liberté d'expression plus utile pour la société. Maintenant, admettons qu'on veuille changer la loi et mettre une limite à la liberté d'expression des photographes de rue. Comment faire ? On peut tout simplement interdire toute photo de rue sans le consentement des sujets. Donc dans ce cas, en fait, on tue complètement la photo de rue puisqu'elle se repose sur la spontanéité des situations, c'est un peu le principe. Alors ça peut être un choix de société, pourquoi pas, mais veut-on vraiment que notre société ne soit plus du tout documentée artistiquement ? Personnellement, ça me semble clairement pas souhaitable, je vais pas, vous avez compris mon point de vue, je pense, mais si vous pensez que ça ne pose pas de souci, merci de m'expliquer en commentaire pourquoi empêcher des gens de créer des projets artistiques, c'est bon pour la société. Alors ensuite, on peut aussi être moins extrême et décider d'interdire simplement les pratiques les plus intrusives, comme la photo de trop près. Le problème, c'est comment on décide de ce qui est trop près. Chaque personne a une zone d'intimité qui est différente. On a tous connu quelqu'un qui était un peu trop tactile et proche physiquement, ou à l'inverse, quelqu'un qui tenait toujours une distance avec nous plus importante que ce qu'on aurait fait, qui devait peut-être du coup nous trouver trop tactile. Donc comment choisir objectivement quelle distance est gênante ou pas ? C'est vraiment extrêmement difficile comme problème. Voilà, est-ce que c'est quoi ? C'est 50 cm, 1 mètre, 2 mètres ? On ne sait pas trop. Et en plus de ça, la proximité ou même l'usage d'un flash, en fait, c'est pas vraiment des indicateurs si fiables que ça de la gêne ressentie. Par exemple, si vous regardez Martin Parr, qui est un très célèbre photographe qu'on ne présente quasiment plus, il est en général assez près de ses sujets et il met souvent un coup de flash pour déboucher les ombres et créer un rendu qui est contrasté, très saturé, presque pop. Pourtant, sur aucune des vidéos où on le voit photographier, ces sujets ne semblent déranger ni même le remarquer parce que ils se font un peu dans la masse, il fait un peu touriste et je pense que les gens ont juste en fait, l'impression que c'est juste quelqu'un qui a pris une photo au flash de la plage ou je sais pas quoi, et oui, ils ont vu un éclair de flash, mais ça les dérange pas tant que ça en fait, simplement parce que ça ne semble pas diriger vers eux, alors qu'au final, il n'est pas beaucoup plus loin que Bruce Gilden, il y a un éclair de flash aussi, mais simplement comme sa méthode est moins in your face, les gens réagissent moins, alors qu'en réalité, la proximité est la même. Donc comment on définit ça dans la loi ? C'est vraiment extrêmement compliqué. Alors ensuite, on peut aussi limiter la photographie de rue uniquement si elle fait du tort aux personnes. Et là, bonne nouvelle, c'est déjà le cas.
Donc par exemple, si vous êtes en terrasse peinard alors que vous êtes censé être en arrêt maladie et du coup censé rester chez vous, et qu'à la suite de ça, vous avez des ennuis avec, je sais pas, votre patron ou la CAF, ça vous cause un tort. Donc là, vous pouvez poursuivre le photographe. Donc voilà, ça existe déjà en fait. La loi, déjà, punit les gens qui causent du tort aux autres, mais c'est pas d'ailleurs spécifique à la photographie. Je veux dire, si demain vous poussez quelqu'un dans la rue, que vous ayez un appareil photo à la main ou pas, ça change rien. Bref, ça paraît franchement difficile de limiter la pratique de la photographie de rue sans en même temps piétiner violemment la liberté d'expression. Alors cela dit, si vous avez une idée qui permet de le faire, lâchez-vous en commentaire. Vous allez me dire oui, mais Laurent, ça c'est le débat légal, je veux bien admettre qu'on ait le droit de faire ça, mais c'est pas un débat légal, c'est un débat éthique et moral. Alors je comprends la distinction évidemment, mais on ne peut pas complètement séparer les deux. La morale et l'éthique sont avant tout personnelles. Chacun a des conceptions différentes de ce qu'il faut faire ou non, et puis c'est bien normal. Personne ne remet en cause que chacun ait son opinion là-dessus. Je vais même vous dire la mienne, je ne ferai jamais des photos d'aussi près que Suzuki, et encore moins avec Flash comme Bruce Gilden. C'est pas du tout ma personnalité, je suis plutôt introverti, même si vous ne voyez pas forcément dans la vidéo, et de plus, je ne fais au final plus vraiment de photos de rue, au sens où on l'entend ici, donc ça ne me concerne même pas directement. En fait, si demain on interdit la photo de rue, au final, moi j'aurais pas trop de conséquences sur mon travail photographique, parce que j'en fais quasiment plus. Alors, je le défends pas pour moi, j'ai pas de bille là-dedans. Cela dit, ça reste ma morale personnelle et je ne peux l'imposer à personne. Et le rôle de la loi, c'est justement d'accorder un petit peu les morales personnelles de tout le monde. Par exemple, tout le monde est à peu près d'accord que le meurtre, c'est mal. Du coup, c'est interdit. Si la majorité pensait que c'était OK, ça ne le serait sans doute pas. Donc ça, c'est peut-être un peu trop caricatural pour que vous me suiviez sur l'exemple, mais on le voit davantage sur d'autres domaines. Si vous parlez à des Américains, vous allez constater assez rapidement que beaucoup considèrent le droit d'avoir une arme à feu comme un droit fondamental, alors que la plupart des Français ne toucheront jamais une arme de leur vie et n'en ont franchement rien à foutre. Alors on peut émettre un jugement dessus, c'est pas le sujet ici, mais on voit bien ici que la morale générale de la population, ça influe beaucoup sur les lois. Donc les questions morales sont très liées aux questions légales dans la réalité, et on en revient à la question dont j'ai parlé précédemment, faut-il changer la loi pour rajouter une limite à la liberté d'expression en regard des conséquences que ça a? Certains peuvent penser que oui, évidemment, mais globalement, je pense qu'on a toujours eu raison d'être très très prudent quand on ajoute une limite à la liberté d'expression. Surtout qu'au passage, il existe une autre loi qui protège la liberté de création artistique. Je vous mets la source en description. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est qu'il faut un petit peu redescendre sur Terre. La photographie de rue, ça reste une pratique assez minoritaire à laquelle peu de gens seront réellement soumis dans leur vie. Vous faire photographier dans la rue ne vous arrivera sans doute pas, et si ça vous arrive, il y a très peu de chances que ce soit par quelqu'un qui utilise la même technique que Tatsuo Suzuki ou Bruce Gilden. Au passage, j'ai juste trouvé un témoignage sur Twitter qui est en japonais, mais dont il y a une traduction sur un site, je vous mets la source en description. C'est une femme qui a râlé contre Suzuki pour qu'il efface la photo, et il a fini par le faire, même si c'était à contre-cœur. Donc a priori, c'est pas totalement un monstre. Mais à part celui-ci, on l'a bien vu sur Twitter, personne ne s'est présenté comme victime de cette technique photo. Personne. Les gens se scandalisent pour un truc qui ne leur est pas arrivé, et il ne leur arrivera sans doute pas. Sans compter l'énorme ironie de trouver de la violence dans une photo prise d'un peu près, mais de voir aucun problème à harceler un photographe sur les réseaux, puisque Suzuki a dû fermer son compte Twitter depuis cette affaire. Et ça, c'est un grand classique des réseaux sociaux et d'une attitude d'indignation constante. Regardez les tweets de ces personnes, c'est d'ailleurs en général très instructif sur leur état d'esprit qui est souvent très négatif, et souvent dans le confort de l'anonymat d'ailleurs. Ces gens ne se battent pour rien, mais contre tout, souvent dans un effet de groupe et de caisse de résonance où tout le monde s'indigne d'un truc qu'ils n'ont même pas vu. Par exemple, j'ai vu personne faire remarquer à Fuji que sur les 6 photographes présentés, il n'y avait pas une seule femme. Et à l'inverse, j'ai vu personne les féliciter d'avoir inclus un photographe thaïlandais, un pays dont les artistes sont quand même peu mis en avant à l'international, d'autant plus quand c'est quelqu'un qui travaille sur un projet sur les familles LGBT, qu'il a démarré à la suite d'une loi thaïlandaise qui les discrimine. Mais ça, évidemment, ça fait moins de likes et de retweets. Bref, on peut résumer ça à une phrase, la critique est facile, mais l'art est difficile. Et puis j'ai un dernier argument choc, Tatsuo Suzuki a un corgi. Un corgi, c'est le chien le plus mignon. Une mauvaise personne ne peut pas avoir un corgi. Bon, plus sérieusement, pour quand même terminer sur une note positive, je tenais à vous présenter rapidement le travail de 2 photographes de rue qui, vous le remarquerez, sont également assez proches de leur sujet. Tout d'abord, Melissa O'Shaughnessy, désolé si j'écorche son nom, une photographe de rue new-yorkaise qui s'inscrit vraiment dans la street photographie typique et qui a, je trouve, un certain sens de l'humour assez proche d'Elliott Erwitt par moment. Et la différence, elle est évidente, c'est la couleur, assez vive chez elle, mais quand même tout en subtilité.
J'aime beaucoup ce travail, donc je vous invite à aller regarder son site en description. Et puis également, le deuxième photographe dont je vais vous parler, c'est André Wagner, un autre photographe, lui aussi new-yorkais, hein, c'est un peu le temple de la photo de rue, qui photographie lui en argentique et en noir et blanc. Alors c'est intéressant de juxtaposer les deux et de voir comme dans la même ville, deux photographes peuvent produire des images si différentes, avec pourtant quand même quelques points communs, notamment la distance au sujet, le cadre, etc. Voilà, alors juste avant de finir cette vidéo, elle est plus longue que ce que je pensais faire à la base, mais je pense qu'il y avait plein de sujets assez complexes qui s'entremêlent dans ce débat. J'ai donc voulu faire des recherches approfondies sur le sujet avant d'en parler, pour vous aider à mieux comprendre les problématiques abordées. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais merci d'avoir des arguments dans les commentaires. J'ai passé 4 heures juste à faire les recherches et écrire cette vidéo, hein, sans compter le tournage et le montage. C'est pas pour avoir quelqu'un qui arrive et lâche un truc sans savoir en 15 secondes. Alors je sais que c'est globalement pas trop le genre parmi vous, hein, vous n'êtes pas des inconnus sur Twitter quoi, mais comme j'ai eu ma dose récemment, je vais sans doute bannir assez facilement toute personne qui arrive juste pour lâcher sa colère sans trop réfléchir. Alors vous avez le droit de ne pas avoir le temps de faire de recherche ou de ne pas savoir, mais dans ce cas je vous conseille de plutôt interroger qu'affirmer, ça permet d'avoir un débat sain et serein, et tout de suite quand vous vous demandez est-ce que par hasard ça ce serait pas un argument, ben, en fait ça permet de parler de manière vachement plus calme avec tout le monde, vous verrez, c'est hyper reposant. Bref, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo, et puis évidemment, donnez-moi votre avis civilisé en commentaire. Si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, alors vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Le plus souvent, je ne parle pas des polémiques dans la photo, mais plutôt d'artistes photographes intéressants, sans compter les interviews avec des experts. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt, et bonne photo!